Tu as enregistré ? Bon, ça arrive. Oh oui, c'est parti. Et bonjour et bienvenue dans cette première émission Humain et Terre. Donc Laurent Spinoza, ici, votre animateur pendant toute l'émission. Alors, après 8 ans d'absence, 8 ans d'absence, on a décidé, là, tous ensemble, de relancer ce média qui était, pour ceux qui ne le savaient pas, c'était un journal qui a été diffusé pendant plus de 10 ans, à plus d'1 million d'exemplaires, et qui parlait de s'occuper de soi, des autres et de la Terre. Donc aujourd'hui, avec mon ami Sébastien Espenant qui est là, mais Chloé, César et toute une belle équipe, comme Marie, Rachel, Céline, on a pour objectif d'informer sur ces thématiques-là, s'occuper de soi, des autres et de la Terre. Alors déjà, un grand merci à notre partenaire Axe Sud 105.1 FM, qui me permet de diffuser cette émission une fois par mois. Un grand merci donc déjà à Christian Semblanca, qui est le président de l'association Axe Sud. Merci à Georges Toussaint, ami de longue date et chroniqueur, ainsi que Charlie, qui est à la régie. Salut Charlie, merci d'être là, toujours, et animateur de talent. Vous savez, il fait la matinale, il a plein d'émissions. Donc déjà, merci à cette belle équipe. Donc voilà, le mot d'ordre est le mot d'ordre. Je sais pas, mais ambiance décontractée, authenticité. Je pense qu'on est tous d'accord avec mes invités qui sont là. Merci d'être là, à tous les quatre. Encore un merci avant de nous présenter. Un merci à nos sponsors, parce qu'on a commencé avec des sponsors, des partenaires. Il y a le magasin Nutrimante, qui est une parapharmacie bio à Muret. C'est-à-dire qu'ils sont des magasins de produits cosmétiques naturels. Ils sont conseillés aussi, ils sont vraiment exceptionnels, il faut aller le voir. Nutrimante à Muret et la Marjolaine à Saint-Lys, qui est un des derniers magasins bio indépendants. Il n'y en a pratiquement plus. Mais Fabienne, elle résiste encore, elle est là et elle propose des produits vraiment uniques. Voilà, donc déjà merci à ses partenaires, et nous recevons aujourd'hui, donc je présente déjà Sébastien Espenant. Bonjour tout le monde. Et bonjour Sébastien, alors tu es, je vais tutoyer parce qu'on est tranquille là. Tu es entre autres, tu es bardé de diplômes, faut le savoir. Tu es enseignant de Jeet Kune Do, self-défense, hypnothérapeute et formateur aussi. Exactement, ouais, c'est ça. Et tu vas nous raconter un peu ton parcours atypique qui t'a amené sur les traces de Bruce Lee. Oui, le Jeet Kune Do, donc la discipline fondée par Bruce Lee, éventuellement. Bon. Exactement d'ailleurs. Et vous allez voir l'histoire qui est vraiment très intéressante, et surtout la philosophie qu'on connaît très peu de Bruce Lee. Ensuite, on reçoit Géraldine Ramon. Bonjour. Géraldine qui se nomme agricultrice connectée. Exactement. Elle va nous expliquer pourquoi, mais surtout, ce que j'ai aimé dans son parcours, elle va nous dire comment elle a pu créer des bulles de bien-être dans sa ferme, en fait. Et il s'est passé vraiment un truc très intéressant que je trouvais vraiment beau que tu racontes. Oui, et que j'avais très envie de partager avec vous, effectivement. Super, merci Géraldine. Ensuite, on a Raphaël à côté. Raphaël, photographe et réalisateur de vidéos. Exact. Bonjour à tous. Raphaël, on se connaît aussi depuis quelques années. Je suis en fait ses photos sur Instagram. Je crois que tu es sur Instagram, donc je suis sur les Facebook, c'est sûr. Sur les deux, ouais, je suis sur les deux. Il va nous expliquer un peu son parcours aussi, sa vision. C'est quelqu'un qui aime filmer les mains, le côté, je crois, c'est métiers manuels. Hein. Les métiers manuels, tout ce qui touche à la terre et au bien-être. Ben voilà, donc c'était évident qu'il fallait qu'il soit là pour l'émission Humain et Terre. Et c'est pour ça qu'on se connaît depuis pas mal d'années, avant Instagram. C'est clair. Et Nabil qui est là, qui nous fait l'honneur d'être là aussi, qui avait créé déjà la chanson Humain et Terre. Il va nous faire un petit morceau. C'est un musicien vraiment excellent. Moi, j'ai toujours adoré de le voir en concert. Mais Nabil, c'est pas que ça. Tu es aussi praticien en Ayurveda, en médecine ayurvédique, on dit, c'est ça ? Médecine ayurvédique. Alors bonjour tout le monde, merci pour l'accueil, ravi de vous retrouver toute l'équipe, c'est chouette. On dit praticien accompagnateur de santé en Ayurveda, voilà le titre que l'on obtient en France. Ensuite il y a médecin en Ayurveda, là ce sont de très très longues études, voilà. Donc praticien, accompagnateur de santé en Ayurveda, je fais de la musique bien sûr. Je suis à l'origine de la première chanson humanitaire de l'époque, on se connaît depuis un bon bout de temps, je suis tellement content de vous retrouver pour cette nouvelle étape. Et à côté de ça, je dirige Minéral et moi, donc la société de vente de minéraux, et qui œuvre aussi pour la lithothérapie, une bonne nutrition, un accompagnement de vie avec les minéraux, voilà.
Et tu vas nous parler lithothérapie aussi tout à l'heure. Exactement, si vous le désirez, avec joie. Et donc on va démarrer alors avec Sébastien Espen. Alors Sébastien, tu vas nous dire un peu ton parcours, parce qu'en fait on a parlé de Bruce Lee, mais il n'y a pas que ça, en fait, tu te formes auprès de Robert Paturel en self-défense, tu es enseignant chez lui, c'est ça? Je suis expert national avec Robert Paturel. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, ancien négociateur du RAID, c'est lui qui nous a amené le tonfa en France, police. Voilà, donc une personne complète, entière, toutes les personnes que j'adore, quoi. Donc Robert, lui, ancien donc, négociateur du RAID, qui a créé la boxe de rue. Et donc là, moi, effectivement, avec l'Académie Paturel, je suis expert national. Et c'est vrai que voilà, donc il ne faut pas l'embêter, Sébastien. Enfin, tu peux essayer, Nabil. C'est noté. Ce serait bien que tu nous fasses une démonstration. Non, tu veux pas. Aujourd'hui, j'observe. Et c'est vrai que Sébastien, donc, tu es un passionné d'arts martiaux, en fait, tu t'es formé très jeune. Oui, exactement. Et qu'est-ce qui t'a amené sur les traces de Bruce Lee déjà? Alors, Bruce Lee, c'est... là, j'y suis arrivé à Bruce Lee, je dirais à chaque fois, je vais dire, c'est à l'inverse un peu de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde va rencontrer Bruce Lee par ses films, ses exploits cinématographiques, des fans de Bruce Lee, il y en a énormément partout dans le monde. Et moi je ne me considère pas comme fan, mais plutôt comme passionné de la discipline qu'il a créée, le Jeet Kune Do. Ouais, c'est ce que tu vas nous raconter. Et en plus, ce qu'il y a de particulier chez Sébastien, c'est que tu t'es formé directement aux États-Unis, c'est-à-dire que tu es parti là-bas et tu t'es formé dans les 3 écoles, c'est un peu ça? Oui, exactement, ouais, tout à fait. Donc il y a Bruce Lee, rapidement, brièvement, de toute façon il y a beaucoup de monde qui connaissent un peu le personnage, mais Bruce Lee donc, avait créé 3 écoles, une à Seattle, la première, avec Taki Kimura, une autre à Auckland, avec un de ses élèves, James Lee, qui s'appelait, et la dernière à Los Angeles, avec Danilo Santo. Voilà, donc effectivement, je me suis formé tout d'abord par l'école la plus ouverte qui est l'Académie Inosanto à Los Angeles. Et je suis allé là-bas une première fois en 2007 avec un groupe d'élèves, puisque je donne des cours colomiers et des cours privés. Donc on y est parti une première année là-bas, une première fois en 2007, pour aller voir directement à la source. Puisque bon, pareil, Laurent, on se connaît un peu, et moi ce que j'aime bien, c'est aller justement à la source des choses. Bon, effectivement, le Jeet Kune Do, c'est au-delà d'un art martial et de simples techniques. C'est une philosophie très, très évoluée derrière, que Bruce Lee a vécu 33 ans, mais il a fait, en termes philosophiques, il a fait autant que certains sages qu'on peut connaître, des sages contemporains. Il était déjà, lui, à son âge, à 33 ans, il avait déjà fait beaucoup de choses au niveau de la philosophie martiale et de la philosophie de vie, puisque le Jeet Kune Do, c'est pas simplement un art martial, mais c'est un mode de vie. Oui, par exemple, qu'est-ce qu'il en ressort en fait? C'est-à-dire que c'est vrai qu'on connaît essentiellement en fait Bruce Lee dans ça là, le cri du chat, mais l'efficacité, mais il y a autre chose qui s'en sort, qu'on apprend. Ouais, alors l'apprendre justement c'est un peu compliqué puisqu'on apprend les techniques, le cri du chat, bon non, mais on va apprendre quand même pas mal de techniques qui régissent en fait le Jeet Kune Do, c'est la rapidité, l'efficacité et la simplicité. Donc c'est pour ça que même en enseignement général, dans le Jeet Kune Do, on enseigne, c'est très rapide, puisqu'on ne peut pas faire d'enchaînement et de techniques très évolutives, puisque ce sont des techniques qui sont vouées à de l'efficacité en self-défense. Et là, on ne peut pas se permettre de faire des enchaînements de mouvements en self-défense, parce que ça dure, c'est très court. Voilà, donc c'est assimilé au combat de rue. Donc ce sont des choses qui sont assez rapides, et on n'a pas le temps de prévoir un programme de technique derrière, quoi. Ça, c'est voilà, pour l'aspect pratique. Est-ce que parmi vous, il y en a qui vous faites des arts martiaux? Est-ce que vous avez déjà fait des arts martiaux, des sports de combat? Est-ce que ça vous parle? Raphaël? Oui, j'en ai fait pas mal. J'ai touché à plusieurs disciplines. Judo, full contact, beaucoup de boxe française, boxe anglaise. Mais je ne connaissais même pas le nom de Jeet Kune Do pour Bruce Lee. Pour moi, c'était plus lié au Kung Fu, la boxe chinoise. Et le terme Jeet Kune Do, c'est nouveau. D'accord. Pour moi. Et moi je m'y suis essayé aussi, mais c'est vrai que le terme Jeet Kune Do, il est moins connu que le nom de Bruce Lee. Et c'est vrai qu'on attribue à Bruce Lee une sorte d'aura qui est martiale, qui est philosophique, qui est même esthétique. Il a vraiment plié un regard sur le monde qui traverse le temps. Et du coup, la philosophie de ses films ne trahit pas
trop en tout cas ce qu'il est, ce qu'il représente. C'est assez incroyable. Et c'est vrai que le fondement même, donc le Jeet Kune Do, est beaucoup moins connu, ce terme-là, que Monsieur Bruce Lee, quoi. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, Jeet Kune Do ? Qu'est-ce que ça veut dire Jeet Kune Do ? Jeet Kune Do, ça veut dire la voie du point qui intercepte. Donc, c'est-à-dire qu'on doit être en capacité d'intercepter l'attaque. Ouais. Le noyau du Jeet Kune Do, c'est le Wing Chun. Donc là, il y a beaucoup de vidéos qui circulent depuis quelque temps maintenant sur le Wing Chun. Des films comme Ip Man, toutes ces choses-là sont le noyau, c'est le noyau du Jeet Kune Do. Bruce Lee, ce qu'il a voulu ajouter dans son Wing Chun, puisque c'est par ça qu'il a commencé et où il s'est développé d'ailleurs dans cette discipline-là, les arts martiaux chinois et notamment donc le Wing Chun, il a voulu lui ajouter en fait l'esprit d'attaque aussi, quoi. Voilà, le Jeet Kune Do, donc ok, on intercepte, mais pas que. Si besoin, c'est nous qui allons démarrer l'attaque. D'accord, c'est pas que la self-défense. C'est vraiment aussi on attaque. Et Géraldine, toi, est-ce que tu as déjà eu besoin un jour de ou pas ? Alors non, j'ai jamais eu besoin de mais effectivement, moi je connaissais pas du tout qu'il y avait une philosophie, tout ce qui entoure Bruce Lee en fait avant de rencontrer Sébastien. Pour moi c'était le petit mec rigolo dans les films. Rigolo. En fait, désolé, voilà, mais en tant que novice, voilà. Et j'entends que vous parlez de philosophie autour de ça. Tu peux nous expliquer un peu, Sébastien, comment dans ta vie en fait de tous les jours ici, française, comment tu jouais ça Ouais, alors après, c'est le Jeet Kune Do, c'est l'art de combattre sans vraiment se battre. Donc, ce que disait Nabil tout à l'heure, et c'est à juste titre, ces films, les films de Bruce Lee, surtout les derniers, enfin le dernier, c'est réellement ce qu'il voulait démontrer dans ses cours, dans son enseignement, ce qu'il voulait démontrer au travers du film, c'est ce qu'il a essayé de montrer, en fait, justement, ce qu'il en était pour lui, l'art de combattre, en fait. Et notamment, je ne sais pas si c'est vieux, hein, mais je ne sais pas si vous en souvenez, mais il a, à un moment donné, dans le film Enter the Dragon, c'est quand il est dans une barque, quand il va sur l'île, là où il va aller combattre un peu toutes les personnes. Quand il va sur cette île, il y a un certain moment, il y a une personne, un pratiquant, qui essaye de le défier. Et donc, il lui dit, non, on ne va pas le faire là, on ne va pas le faire sur ce bateau-là. Tu montes sur la barque, je monte avec toi et on va aller sur la petite île à côté et on va aller se battre là-bas. Et Bruce Lee invite cette personne à aller là-bas, quoi. Et cette personne, donc, lui obéit puisqu'il veut se battre. Et donc, il fait monter le personnage là, sur la barque. Et Bruce Lee, il montre comme s'il allait y monter. Et puis, il défait la corde et il laisse partir la personne toute seule. Il le tient. Il donne d'ailleurs la corde de la barque à des gamins qui sont là parce que ce personnage-là, dans le film, embêté, c'est les gamins. Voilà, donc en fait, c'est pas forcément si on est agressé verbalement ou quoi, c'est faire un travail sur soi. Ouais. C'est pas forcément répondre par la violence, voilà, puisque encore une fois, le message aussi qu'il voulait faire passer, c'était non pas de la violence, bien sûr, on peut faire mal, on peut se faire mal aussi, mais justement on peut au contraire essayer de résoudre ces choses. Et c'est ça, éviter le combat, c'est quelque chose d'important dans cette philosophie. Savoir éviter un combat, ne pas être mu par l'orgueil et par la colère, à savoir se maîtriser et pas perdre son temps juste à montrer qu'on est le meilleur, loin de là, au contraire. Mais souvent je trouve que ça demande plus de force, vraiment. D'esprit et d'ancrage. Ça demande plus de force de ne pas répondre que de donner à nouveau un coup de poing. La gestion des émotions. Voilà, la gestion des émotions et à juste titre. Et c'est pour ça que mon parcours, là on parle de Bruce Lee, et c'est mon plus grand des parcours, c'est ça, puisque c'est la discipline que j'ai étudiée, que j'étudie et que j'enseigne depuis le plus longtemps. Mais également on parlait de Robert Paturel, et qui lui, moi je trouve que c'est le Bruce Lee français, quoi, Robert Paturel. Il a créé son concept, au-delà de son métier de policier, policier d'élite d'ailleurs. Il a créé son concept il appelait ça la boxe de rue, maintenant ça s'appelle la défense urbaine, mais c'est quelque chose qui, on doit s'adapter à la situation, on doit s'adapter aux personnes, ce que Bruce Lee déjà disait dans les années 60, il l'a mis depuis quelques années lui maintenant, Robert donc, il l'a mis dans son apprentissage, dans son enseignement, et c'est excellent, quoi. Mais du coup, il faut quand même s'entraîner pour ça. Moi, j'imagine dans ce qu'il enseigne, parce que tu enseignes toi aussi, tu enseignes, il faut s'entraîner, peut-être il y a un entraînement pour savoir faire la défense urbaine. Voilà, donc après, bien sûr, il y a des techniques, mais encore une fois, c'est pas la finalité. La finalité, c'est l'état d'esprit, c'est nos émotions. C'est-à-dire que moi-même, enfin, n'importe qui ici dans cette salle, si y a quelqu'un si on se fait agresser, aujourd'hui, on va réagir d'une certaine manière. Demain, avec la fatigue, avec la nervosité qu'on peut avoir de la maison, peu importe, enfin, une situation qui peut nous perturber, notre réponse sera différente. Face à par rapport
à l'agression qu'on pourrait avoir. Et donc forcément on peut être figé même, et moi j'ai vu des personnes, et puis Robert d'ailleurs nous le raconte aussi souvent, des maîtres d'arts martiaux, notamment des professeurs de karaté ou tout autre, ceinture noire ou quoi, qui dans la rue se font un peu malmener ou un peu agresser, et ils ne savent pas forcément bien répondre, quoi. Et moi le premier, peut-être que je ne saurais pas bien répondre. On sait pas, ouais. Voilà. Mais tout ça c'est parce que c'est un état émotionnel du moment. Donc bien sûr, si on ne connaît pas, ça va créer une surprise, un inconnu, et cet inconnu c'est une porte ouverte au stress. C'est pour ça que l'entraînement, comme tu disais, est très important, puisqu'on essaye de se mettre au plus près de la réalité, même si on n'est jamais dans la réalité de la rue, quoi. Je crois que, si tu me dis si je me trompe, c'était une phrase de Bruce Lee où il y avait un de ses élèves qui disait « Mais pourquoi on s'entraîne autant pour pas se battre » Et je crois que c'est lui qui disait « Il vaut mieux être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier dans une guerre ». Ouais. C'est ça, non? Alors, il avait repris. Vous avez repris. C'est intéressant. Très intéressant. C'est ça, ouais, tout à fait. Et c'est des personnes... ça, ce sont des maîtres, des sages chinois qui avaient sorti ça comme expression. Et Bruce Lee l'avait bien entendu reprise et mise à son goût du jour. Ouais. Et je pense que l'entraînement, c'est aussi pour créer des automatismes, pour essayer en tout cas de mettre en place au niveau psychique des automatismes qui finalement, lorsqu'on est submergé d'émotions, la peur, la panique, peuvent éventuellement ressortir sur le moment. C'est ça. La première, c'est de tourner les talons et fuir. Voilà. Par exemple, rien que ça, oser fuir. Je vais le prendre comme assistant. Oui. Non, c'est exactement ça. C'est la première chose à faire. Si on peut partir, on part. Si on n'a rien à faire là, on s'en va. Franchement, il n'y a aucun ego à avoir, au contraire. Et là, on aura gagné. Si on peut courir. Si on peut courir. Et c'est la première chose qu'on nous apprend, et surtout face à quelqu'un qui peut être armé en plus, c'est vraiment partir. Ben merci Sébastien. Moi, ce que j'ai aimé dans le parcours de Sébastien, c'est que comme tu disais tout à l'heure, tu vas directement à la source, c'est-à-dire que lui, il allait directement se former plusieurs fois à Seattle, à Auckland et tout ça. En fait, c'est bien ça, auprès des élèves de Bruce Lee. Je reviens là le mois dernier, au mois de juillet, là, donc en septembre, au mois de juillet, j'étais à Seattle pour les 50 ans de la mort de Bruce Lee, en compagnie de Linda avec donc sa femme, et d'un tout petit groupe de privilégiés, où on a pu passer des jours entiers avec Linda à comprendre le message que Bruce Lee avait. Et vraiment, c'est la première fois que je l'ai rencontré directement. Et c'était une belle aventure. Et donc, une de ces philosophies d'ailleurs que tu me disais, c'est que Bruce Lee dit, c'est sois comme l'eau. C'est un peu ça. Ah oui, c'est le message principal. Be water. Be water, my friend. Ouais. C'est l'adaptation. On doit s'adapter. C'est pour ça que ça, c'est philosophique. C'est qu'on doit s'adapter à toute situation. Bien sûr, à quelqu'un qui nous voudrait nous agresser, mais pas que. On doit pouvoir s'adapter à toutes les situations dans notre vie. C'est-à-dire qu'elles soient au travail, en famille. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas forcément aller vouloir y cogner dedans. On va laisser couler, on va contourner, comme disait Bruce Lee, l'eau elle est capable de rentrer dans une bouteille, elle devient bouteille, si on la met dans une tasse, elle devient tasse, et quand elle coule, elle contourne les rochers, ou s'il n'y a pas de solution, elle va creuser, elle va passer, elle va traverser le rocher. Ouais. Donc c'est pour ça que, effectivement, on parle philosophie, et c'est là où je me suis retrouvé, c'est que dans son enseignement qu'il avait, c'est ok, on va contourner les choses, bien sûr on va essayer de ne pas combattre, mais s'il le faut, on va le faire à fond. Géraldine, merci. Oui, pardon, oui, ça me fait penser, c'est d'être ancré. Ah oui, c'est ça le travail. En fait. C'est être soi, d'être présent à l'instant. C'est pour ça que si on doit combattre, on va le faire jusqu'au bout. Mais merci Sébastien. En tout cas, déjà, voilà, si vous voulez en savoir plus, tu as un site internet, c'est le Tao de l'Art Ultime, taodelartultime.com. On mettra tous les liens sur notre chaîne YouTube. Là, on est en direct sur 105.fm, en tout cas en différé plutôt. Mais vous pouvez aussi retrouver l'émission sur notre chaîne Humanitaire sur YouTube. Et on mettra les liens si vous voulez en savoir plus, parce que tu es aussi hypnothérapeute, mais on pourra en parler encore pendant des heures. On pourra en parler encore, mais encore une fois, ce n'est pas un grand écart entre le Jeet Kune Do et l'hypnothérapie. Parce que pour moi, tout ça se relie. Comme je disais tout à l'heure, encore une fois, Nabil, merci pour ce partage. Mais on crée des automatismes. En hypnose, on va créer des automatismes, on va modifier des choses. On va déprogrammer pour reprogrammer autre chose. Donc je fais une petite parenthèse rapide, si tu me permets. Ouais, mais dans les arts martiaux, comme dans la vie au quotidien, on essaye de devenir
inconscient de nos compétences. C'est-à-dire qu'on l'est, par exemple quand on conduit, je pense qu'on a tous plus ou moins le permis ici ou qu'on conduit, mais quand on prend notre voiture, là, de suite après l'émission, on va partir et on va prendre notre voiture, on va démarrer, se mettre la ceinture, mettre le clignotant, partir, prendre le premier rond-point, regarder les rétros, bref, on n'y a pas pensé, c'est inconscient. Et dans les arts de combat, dans l'art de vivre, le Jeet Kune Do, en fait ça va être inconsciemment, on va faire attention dans la rue, s'il y a un groupe qui nous paraît pas forcément bien, on l'aura capté inconsciemment et on changera de trottoir s'il faut, ou on ira, voilà, on va s'adapter à ça. C'est ça en fait, le Jeet Kune Do et l'art de vivre. Merci, c'est pour ça qu'on se bat pas, tu vois, parce qu'on change toujours de trottoir. C'est ça. Voilà. J'ai vu Nabil tout à l'heure, j'ai changé de trottoir. Deux trottoirs. C'est pour ça qu'il y a deux. Il m'a dit. En tout cas, l'idée de développer des antennes comme ça pour analyser les choses de façon à pré-réagir, en tout cas, préparer une réaction, c'est intéressant, c'est transversal entre toutes nos pratiques. Je le vois en musique, en lithothérapie, hypno, même j'imagine pour toi, prendre une image, faire quelque chose... Comme tu le dis, je crois que c'est dans tout domaine et le mot qui me vient, c'est l'anticipation. Ouais, quelqu'un qui maîtrise, c'est quelqu'un qui anticipe. Et pour ça, il faut une bonne lecture du terrain. Et qui accepte du coup la possibilité que... C'est ça. Déjà. Et ça va très bien avec l'entreprise, on est 4 ou 5 entrepreneurs. Bon, ça ce sera le sujet d'une autre émission où Sébastien sera sur l'Académie des Andes. En tout cas, merci déjà Sébastien. Si vous voulez en savoir plus, lao-de-la-ultime.com. Et maintenant, nous accueillons Géraldine Ramon. Tout le monde. Je le dis en anglais parce que c'est Ramon, c'est plus joli que Ramon. Alors moi, je ne risquerai pas au niveau d'anglais. Bon, mais toi, tu te définis comme une agricultrice connectée et tu vas nous raconter un peu un parcours. Alors, tu es aussi gérante de logements atypiques et tu organises des séjours dans le désert. Mais moi, ce que j'aurais aimé que tu nous racontes, tu vas nous raconter d'ailleurs, c'est comment tu es arrivé à créer ces logements atypiques parce que tu as une histoire atypique. Mais avant de ça, qu'est-ce que c'est pour toi une agricultrice connectée ? Alors, une agricultrice connectée, en tout cas, j'aime bien me définir comme ça parce que j'ai les mains et les pieds dans la terre, parce que mon premier métier, c'est ça, c'est être agricultrice. Je suis éleveuse laitier. Et j'ai quand même la tête connectée à la source, la lumière, le cosmos. Chacun est libre d'appeler ça comme il veut parce que j'ai quelques capacités qui me permettent de ressentir les choses avec les gens, les animaux, voilà, et je me laisse guider. J'essaie en tout cas de me laisser guider, lâcher prise, essayer d'être dans le moment présent, voilà. C'est pour ça que je dis que je suis une agricultrice connectée. Ouais, tu es vraiment dans la terre, le moment présent, et puis tu es connecté. Est-ce que tu fais de la communication animale par exemple ? Oui, ça m'arrive aussi, c'est pas mon point fort, mais ça m'arrive aussi, surtout sur mes animaux en tout cas, sur mes vaches à moi. Dans des moments de stress ou tout ça, oui, effectivement, j'essaie d'accompagner pour que ça se passe au mieux. Voilà, ces moments un peu difficiles. Et c'est quoi ton cadre de vie en fait ? T'as une ferme, où c'est que tu vis ? Comment ça se passe ton cadre de vie ? Alors moi, je raconte-nous tout. Tu manges quoi ? À quelle heure tu dors ? Alors je dors comme tout le monde. En fait, j'ai une vie comme tout le monde, mais effectivement, je vis sur une exploitation agricole et ma vie est réglée par le rythme imposé par les animaux, tout simplement. Les heures de traite, en fait, le matin et le soir, c'est tous les jours tout emmené aux mêmes heures, parce que ça permet pour elle d'être dans un bien-être ambiant. Et puis, moi, je suis plutôt axée sur les animaux, et mon mari est plutôt, lui, dans les champs, s'occupe plutôt de la terre, réellement. Donc, il faut être dans le contrôle, mais aussi dans le lâcher-prise, parce que tu as beau semer, tu sais pas ce que tu vas récolter. Les aléas du temps, tout ça, vraiment, il y a des choses qu'il faut lâcher, c'est pas évident. Mais ce qui est très plaisant, moi, je trouve, dans mon rythme de vie, c'est de vivre avec les saisons. Ça revient tout le temps, mais c'est jamais pareil. Et moi, toutes mes journées sont ponctuées par la traite, mais c'est jamais les mêmes journées qui vont se profiler. Je sais jamais ce qui m'attend demain, à part toujours pareil la traite, mais vraiment tout est à découvrir tous les jours. Et ça, c'est cool. Toi, Raphaël, justement, tu filmes, hein, c'est ça, c'est les agriculteurs, c'est un milieu que tu connais un peu aussi, ça, non ? Les agriculteurs, c'est quelque chose que tu es proche ? Oui, depuis que je suis arrivé en Ariège, donc il y a 15 ans, ça fait 20 ans que je suis en Occitanie, et vraiment, c'est à la fois photo et vidéo, c'est les deux. Et j'ai eu ce constat de me dire, mais c'est fou, ces produits, alors je suis quelqu'un de gourmand, mais je me dis, c'est fou, ces produits, ils sont d'une qualité excellente et personne n'en parle.
Donc le biais que j'ai choisi, c'est de mettre en avant, comme tu disais au début, des images sur les mains, mais en fait sur les hommes et les femmes derrière les produits. Et c'est chouette parce que la remarque que j'avais eue, c'était à l'époque en 2011, où je me suis un peu fait connaître dans le terroir en Ariège, c'était tous ces gens que j'ai photographiés, des agriculteurs, des artisans. La réflexion, c'était enfin quelqu'un qui s'occupe de nous. Voilà, c'était vraiment ça. La mise en avant, c'est important. Ça te parle aussi, ouais, oui, enfin quelqu'un qui s'occupe de nous, c'est un truc qui te parle aussi, Géraldine. En tout cas, qui ne met pas les agriculteurs au rebut, quoi. Enfin, souvent, ils sont porteurs de tous les maux, enfin, voilà, et de mettre des gens... Ils ne sont pas assez reconnus, tu veux dire. Ils sont pas assez surtout, reconnus, voilà. et de mettre en avant, c'est super important. À l'époque, c'était le début de la chaîne alimentaire, mais on n'en parlait pas. On mettait souvent les chefs cuisiniers, donc qui est en contact avec le consommateur. Mais à l'époque, il n'y avait pas trop de circuits courts, donc finalement, ils étaient cachés. Voilà. Donc le fait de les mettre en avant en image, eh bien, ça a aussi facilité quelque part les circuits courts en disant mais attends, et la phrase que j'avais trouvée à l'époque quand j'avais créé une espèce une démarche que j'ai appelée Fier de ses producteurs à l'époque, c'est la démarche, c'était vraiment de mettre en contact le consommateur avec l'agriculteur. Voilà. Ouais, super. Ben justement, tu vas nous raconter aussi, Raphaël, après, et ce qui t'a amené même, on pourra en parler, à passer dans l'émission des racines et des ailes. Ah oui. C'était incroyable. Donc on va en parler. Mais merci aussi, Raphaël. Alors, Géraldine, justement, dans cette exploitation, un jour, ce que j'ai compris avec ton mari Nicolas, vous avez des difficultés financières, et puis tu as une idée, tu t'es dit que tu vas faire des logements atypiques. Et là, il s'est passé un truc incroyable. Oui, alors bon, les histoires raccourcies, c'est ça, oui, on a eu des difficultés dues à la crise du lait, en fait, il y a eu une importante baisse du prix du lait. Et même en produisant même quantité, même qualité, en fait, on perdait à environ 2 000 € tous les mois. Donc au bout de 18 mois, on s'est vraiment retrouvé à sec. Ah oui, c'est beaucoup. Ouais, voilà, c'est beaucoup, oui, effectivement. C'était très très dur. Et nous, comme notre choix de vie, c'était vraiment de travailler tous les deux, il a fallu que je trouve une idée pour qu'on puisse continuer à travailler tous les deux, mais aussi sauver la ferme, parce que voilà, on voulait sauver notre ferme. Parce qu'on est quand même fiers de notre métier. Et du coup, nous, on a une région très touristique à Saint-Antonin-Nobleval. Du coup, première idée, les chambres d'hôtes, gîtes, tout ça, mais il y en a beaucoup sur la région. Donc, on a décidé, j'ai eu l'idée, parce que mon mari est un peu plus frileux que moi, on va dire, pourquoi pas des cabanes. Sauf qu'à l'époque, on n'avait vraiment pas d'argent. C'était pas, il y a une dizaine d'années, c'était pas vraiment dans la tendance, c'était hyper cher, les autorisations, tout ça, c'était compliqué. Bon, mais comme j'aime bien continuer quand j'ai une idée, j'ai fouillé, j'ai cherché, j'ai trouvé l'idée des bulles. Donc à l'époque, c'était des bulles gonflables avec une petite soufflerie qui permettait de maintenir en forme la structure. Donc j'ai un premier contact avec un fournisseur français, ça se passe pas super bien, bon bref, voilà, ça colle pas, ça matche pas. Je continue à chercher, je découvre qu'il y a un fournisseur en Belgique et puis voilà, je l'appelle. Donc lui, il fait des bulles gonflables ou pas? Oui, gonflables. Ouais. À l'époque, il faisait aussi des bulles gonflables parce que c'est toujours mon fournisseur. Des bulles transparentes. Voilà, transparentes. Donc l'idée, c'est de passer la nuit dans une structure transparente pour voir les étoiles, admirer le ciel, tout ça, et être à l'abri, il n'y a pas de bêtes, il n'y a pas de courant d'air, voilà. Et un peu glamping, voilà, maintenant on dit ça. Et donc en cherchant, je découvre ce fournisseur belge, je l'appelle, donc j'explique mon histoire, voilà, je suis agricultrice, on est dans la merde, voilà, bref. Et il me dit ok, j'ai dit mais voilà, le gros souci c'est qu'on n'a pas d'argent. Eh oui. Alors Facile, okay. Facile, mec. Voilà, c'est ça. Normal. Il me dit c'est quoi ta situation? Ben voilà, je dis écoute, j'ai 2 000 €. Bon, il me dit ok, une bulle c'est 12 000 à peu près. Ah ouais. Donc si tu veux, moi je te propose un deal, tu m'envoies tes 2 000 €, je t'envoie la bulle, et à la fin de ta saison, tu me paies. Ouais. Ça, c'est bon. Ouais, moi, très bon. C'est une belle histoire parce que c'est vrai qu'on dit qu'on est dans un monde un peu individualiste. Non, en fait, on l'est pas. Il n'y a pas que ça, en fait. C'est pour ça que cette histoire m'a beaucoup touché. Il y a des rendez-vous comme ça et il y était. Il était à ce ça. Rendez-vous qui permet aujourd'hui à toi, peut-être un jour, de faire la même chose avec d'autres. Exactement. Et vraiment, alors là, je rigole, mais sur le coup, j'ai vraiment pleuré. Ça m'a vraiment énormément touché. Il est à plusieurs... en Belgique, on ne se connaît pas et il me fait confiance. Même mon mari doutait de mon idée. Il me dit, ouais, les gens ne vont pas venir dormir sous une tente à la campagne. Transparente. Transparente, oui, mais bon. C'est quand même unique au début. Une tente, voilà. Observateur sans piqûre. Et voilà, et donc vraiment quelqu'un qui a foi en toi, qui croit en ton projet, c'est génial. Et du coup, je suis partie comme ça. Donc la première année, on a eu du succès de suite. Je pense que quand les choses, ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu es aligné avec ce que tu veux, que tu es dans le cœur, que les choses se mettent en place, tout coule facilement. Vraiment, là, je ne peux pas dire autrement.
Et donc du coup ça m'a permis de rembourser les dettes de la ferme, j'ai pu payer ma bulle, l'année d'après j'en ai acheté une autre. Excellent. Du coup on a pu vivre un peu mieux, etc. Et puis là j'ai changé les structures, j'ai des structures un peu plus rigides mais toujours transparentes. Et j'essaie d'évoluer tout le temps parce que moi j'aime ça entreprendre, créer et là je suis en préparation d'une surprise pour l'année prochaine. Ah, tu vas nous dévoiler un petit peu? Alors non, je vais rien dire. Pas encore. Voilà, Et ça a fonctionné de suite? Ça a fonctionné de suite? Tu as eu des demandes une fois que tu as communiqué sur la possibilité de dormir sous une bulle, du coup sur de plastique dur, c'est du verre, c'est quoi, comment c'est? Alors c'était du plastique. Ouais, voilà, très bien fait. Plastique gonflable, tout simplement. Transparent. Transparent, sur une partie, parce que les gens c'est rassurant aussi, parce que de se retrouver c'est vraiment, ça. voilà, une sorte de délimitation entre l'extérieur et soi pour dormir. Ouais, pour que tu aies aussi pas cette sensation d'être à nu dehors, on n'est pas habitué à être dans un endroit où il n'y a rien que toi, autre que toi. Quoi. Donc voilà, oui, j'ai fait juste. De suite, tu as eu des demandes? Et oui, voilà. Donc j'ai eu rapidement des demandes et puis ça a continué. Il fait pas trop chaud là-dessous? Alors, à l'époque, parce que le temps a quand même changé, ça moi je l'ai constaté puisque c'est moi qui fais le nettoyage des bulles, à l'époque la nuit il faisait frais et comme il y a la soufflerie qui envoie l'air extérieur en fait, tu as la même température à l'intérieur qu'à l'extérieur quand il fait pas soleil. Parce que quand il fait soleil effectivement c'est une serre. Mais le but c'est pas d'y aller en pleine journée, c'est vraiment d'en profiter la nuit. Et donc ça se régulait. Et là, plus le temps avance, en fait, moi je trouve que les nuits sont de plus en plus chaudes et c'est de plus en plus compliqué. Tu l'as remarqué alors. Ouais, voilà, vraiment. Et du coup, ça fait maintenant 5 ans où j'ai fait le choix de changer de structure. Déjà, pour en supprimer une, de 3, je suis passée à 2. Et j'avais l'ambition d'ouvrir toute l'année. Donc j'ai mis des poêles à bois dans les bulles, des matelas sympa. Elle a même un bain suédois, c'est ça? Un bain nordique. Donc c'est un bain nordique. Voilà. Parce que bain suédois, c'est un suédois derrière. C'est ça. Comme ça, qui te masse. Voilà, c'est ça. Un bain nordique, en fait, c'est comme un jacuzzi, sauf que c'est chauffé avec un poêle à bois à l'intérieur. Et que nous, on a fait le choix de ne pas mettre de bulles, parce que dans la forêt, ça fait du bruit, puisque les hébergements sont dans 30 hectares de bois. Et l'idée, c'est vraiment de vivre avec des bruits de la nature. Donc, on entend des bruits bizarres. Voilà. Extraordinaire. À quel endroit? Tu es dans le Val. D'accord. Dans le Tarn-et-Garonne. Et ça s'appelle les bulles de bien-être. Pas du tout, mais c'est atmosphère bulle. En tout cas, ça représente bien le bien-être. Voilà, je voulais dire atmosphère bulle. Le site c'est www.bulle82.fr. Sébastien, est-ce que tu as déjà essayé de dormir dans des endroits comme ça? Non, pas encore. Mais franchement, ça donne envie. Ah oui. Avec plaisir. En tout cas, moi j'y ai dormi et franchement c'était top. C'était sympa. Vraiment, tu dors On pourrait préparer la prochaine émission là-bas. Ah ouais. Pendant la nuit. Belle idée. Belle idée, exactement. Et toi, donc aussi, tu organises des séjours dans le désert. En tout cas, bientôt, c'est ce que tu vas faire. Exactement. Donc j'avais un rêve, c'était d'aller marcher dans le désert avec les nomades, avec les caravanes de dromadaires. Donc du coup, j'ai décidé de créer, avec des aides bien sûr, un guide en Tunisie pour l'instant. On a organisé un séjour du 12 au 19 novembre et donc j'ai décidé de proposer à d'autres personnes qui avaient envie de m'accompagner de me rejoindre. Donc il y aura de la méditation, des contemplations, du partage. L'idée c'est vraiment de vivre la vie de nomade avec pas grand chose parce que c'est les dromadaires qui portent nos bagages. Et le fil rouge de ce séjour en fait pour moi c'est de vous proposer de créer votre propre oracle divinatoire. Parce que voilà, moi je suis fan des oracles, j'adore tirer les cartes, mais sauf que j'en ai 50 et il y a toujours quelque chose qui me va pas. Jusqu'au jour où j'ai créé le mien. Celui de Géraldine Raymond. Voilà. Juste à moi pour le moment. It's an oracle. Voilà. Et il me donne toujours les bonnes réponses. En tout cas, celles que les gens ont besoin. Le numéro du loto. Voilà, exactement. Le 6, le 12. Voilà. Et le 126 aussi, de temps en temps. Et donc voilà, l'idée c'est ça, c'est d'emmener les gens à aller voir au fond d'eux ce qui pourrait les faire vibrer et retrouver la connexion à l'essentiel. Et c'est là où on retrouve le lien, comme tu disais, entre l'agricultrice connectée, c'est-à-dire que la femme en toi qui va aller dans la nature, avec les animaux, avec les dromadaires et tout ça, et puis en même temps on fait un oracle sur quelque chose de plutôt ésotérique, et donc on comprend le lien maintenant encore plus. Ouais. Parce que moi je suis tout ça en fait. Je suis l'agricultrice, l'entrepreneuse, je suis la connectée on va dire, ou la médium, peu importe, la canal. Et j'ai envie d'arriver à mélanger toutes ces personnes que je suis, toutes ces personnalités, et d'arriver enfin à être qui je suis. C'est notre force, c'est la pluralité qui est en nous, et qu'aujourd'hui on peut affirmer qu'on va voir après avec Nabil, qui passe de la chanson
à l'Ayurveda, aux olives, enfin bon, voilà. Bon, ça c'est un private joke. En tout cas, merci. On peut retrouver donc bulle82.fr, mais je pense que tu fais pas mal de vidéos sur Instagram ou TikTok, je crois, c'est ça aussi. Alors pas trop TikTok, je suis pas une pro, mais je fais quelques vidéos oui, sur mon profil Instagram, oui, Géraldine Ramon. Géraldine Ramon. Le chemin vers soi, et puis voilà, je parle de mon voyage. Le chemin vers soi, d'accord. Des trucs qui me font plaisir, qui m'énervent, voilà. Tes petits coups de gueule, tes coups de cœur, quand ça va pas, voilà, quand ça va. Géraldine Ramon sur Instagram, et puis voilà. on peut la suivre sur les réseaux. Mais en tout cas, merci Géraldine. Avec plaisir. Merci de nous avoir partagé cette histoire, c'est ton histoire. Et nous enchaînons avec notre ami Nabil. Et en plus, il va nous faire, on a de la chance parce qu'il va nous faire une petite pause musicale aussi. Exactement. Et donc, Nabil, tu vas nous raconter après ton histoire entre le fait que tu sois musicien, moi je t'ai rencontré comme ça, et tu nous as créé la chanson Humanitaire. Et après, tu vas nous parler d'Ayurveda et aussi de lithothérapie. C'est vrai qu'à notre rencontre, eh bien, notre première collaboration, ça a été une chanson sur ce joli projet humanitaire. Voilà, en me demandant qu'est-ce que ça peut représenter finalement de créer un journal avec comme propos de s'intéresser à soi et aux autres. Le lien fondamental, c'était le vivant finalement. Ouais, le vivant. Voilà. Humanitaire au cœur du vivant. Humanitaire au cœur du vivant. On avait soutenu et acté pour ce refrain qui me semblait juste. Au cœur du vivant, tout ce qui est vivant, tout ce qui va le devenir, tout ce qu'il était. Et au cœur de ce vivant, il y avait l'idée de faire les choses, autant dans le Jeet Kune Do, que le travail de la terre, qu'oser prendre des photos, et puis les mettre en avant, pour mettre en avant l'autre, mais aussi son propre travail, c'était y aller. Finalement, il y a beaucoup de personnes, moi il me semble aussi dans mes pratiques, qui ont, mais qui ne font pas, qui attendent pour faire. Attendre quoi? Qu'est-ce qu'on attend? C'est intéressant. On en parle à midi. Cette question d'attendre, on attend quoi? Et bien venue à l'époque une chanson, un titre, pour moi une histoire en fait, comme une incantation quelque part, un souvenir éternel que j'ai maintenant à travers cette chanson, qui est-ce qu'on sait faire les choses avant de les apprendre? Et les apprendre, c'est juste ouvrir la porte, ou est-ce qu'on les apprend en ouvrant la porte? Cette question-là. Et si vous me permettez, je vais bien vous la faire. Version reggae. On va la faire version reggae. Oh yeah 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 yo. Quand un sentiment se donne pour délivrer l'âme sœur qui en toi résonne, il faut laisser aller au vent, car au fond tu sais comment voler. Souviens-toi des mille et une figures enseignées par les innombrables vies traversées. Laisse donc aller au vent, car au fond tu sais comment voler, tant pis pour toi si tu n'envisages pas de laisser aller, car au fond tu ne sais pas combien de temps ce vol durera. Tout au bout de tes ailes, écoute chanter l'air qui enfin t'ensorcelle. Il veut au loin te porter au vent, car au fond il sait comment t'aimer, comment te désincarner, te libérer d'un monde en gravité.
quitté pour aller voler. Tant pis pour toi si tu n'envisages pas de laisser aller, car au fond tu ne sais pas combien de temps ce vol dure. Aller voler, tant pis pour toi si tu n'envisages pas de laisser aller, car au fond tu ne sais pas combien de temps ce vol dure. Combien de temps ce monde durera. Yeah! Oh, génial! On est parti là. Parti en voyage. Allez, sortez les bières, là, On est même autour d'un feu. J'ai les merguez. C'est comme ça que j'ai connu Nabil. Je suis allé le voir en concert, c'était au Vasco de Gama. Vasco Tout de ce que je me rappelle. c'est ça. J'ai entendu avec sa voix et ses chansons parce que tu faisais que des compos. C'est ça, ce ne sont que des écritures personnelles, tirées bien sûr d'expériences collectives. Mais je crois qu'aussi j'ai compris que j'écris des chansons pour me laisser des souvenirs de certaines idées passagères, des harmonies de passage, qui ont fondamentalement éclairé ma vie. Je me dis, tiens, oula, cette petite lumière-là, pour ne pas l'oublier, je vais faire une chanson dessus, comme une photo, tu vois, qui me permet de m'en souvenir. Et finalement, il y a aussi la transmission, mais à l'origine, c'était plus pour m'en souvenir moi. Mais attends, voyons, ah, j'ai vécu ça là, comment... Alors attendez, donc, pas de sucre dans le Tu café. rends hommage à des moments magiques. C'est ça, j'essaie de moments graver. clés. J'essaie de graver sur la toile sonore, voilà, sur la partition, des événements qui m'ont fait piger le sens des choses. Avancer. C'est Mais ça. Au final, c'est ce que fait Raphaël en photo. Exactement. Aussi, tu fiches des moments, peut-être un peu aussi, non? Oui, plus maintenant, parce que je suis passé à autre chose que le terroir, même si je continue le terroir, mais j'oriente aussi ma photo vers le bien-être. Donc, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Géraldine, je m'y suis retrouvé aussi, quand tu disais je deviens moi, je mets un peu de tout. Et bien souvent, très c'est intéressant, l'expression, cette c'est l'expression que je reprends souvent. Tout à fait. Et je dis, finalement, la recette du bonheur, c'est de mettre un peu tous les ingrédients que tu aimes. Donc, moi, il m'aura fallu un burn-out pour être plus moi-même dans ma vie professionnelle. C'est-à-dire qu'avant, j'étais quand même assez... je fonçais, mais 10 à 12 heures par jour, j'étais un robot, c'était boulot. Donc forcément, je délaissais d'autres choses à côté. Et en fait, ce burn-out, il a vraiment mis en lumière le fait que qui je suis aussi dans le boulot. Pourquoi j'aime la moto, j'aime les énergies, je pratique le yoga, pourquoi je le mets tellement à part? Donc là, petit à petit, plus j'avance, plus je suis en train de tout mélanger, j'ai des projets qui arrivent, des nouvelles rencontres, et je deviens plus entier, plus moi. Et ça m'a tellement changé que je m'en suis rendu compte dans mes relations au boulot, les reportages que je fais avec les gens, mais je suis différent, je suis beaucoup plus ouvert, j'ose plus parler de moi, mais sans... C'est pas que je me mets en avant, c'est juste que le dialogue est... Tu passes par toi. Ça passe par toi. C'est ça. Le yoga, tu dis pas là. C'est ça, Laurent. Je cloisonne plus et je suis plus moi avec les gens, mais en fait, ça me donne aussi des retours qui sont magnifiques. C'est ça. Ouais. Ce qui m'a... J'ai rêvé, je crois, une fois, de ce qui était apparu comme l'unité du cercle. Et finalement, c'est comme si, dans notre champ de vision, on pouvait voir un aspect, 180, mais finalement, on voit plus à 60 degrés, très nettement. Mais si tu te tournes, il y a encore 60 autres degrés. Et tout ça, autour de toi, il y a l'Ayurveda, il y a la médecine indienne, il y a la famille, il y a le yoga, il y a les apéros avec les potes, il y a la musique. Et tout ça, finalement, ça ne s'abrique pas sa vie à côté, au travers d'un cercle qui m'entoure et qui nous entoure. J'ai eu cette idée de faire le tour de son propre cercle, l'unité de son propre cercle, pour comprendre sa personnalité, que tout puisse collaborer, œuvrer dans le même sens. Et ce sens, il est le centre, c'est-à-dire nous-mêmes. Et c'est vrai que, je m'en souviens, il n'y a pas longtemps, au salon, il y a un monsieur au loin qui dit « Oui, mais sans orgueil, on n'y arrive pas de toute façon. » Et c'était pas bête. Parce que sans orgueil, tu vois, c'est le mot qui est un peu galvaudé parfois, mais l'orgueil lumineux et positif, c'est celui qui fait que je crois que de toute façon, ça doit passer par moi. En fait, pour moi, j'appelle ça la fierté. Oui, voilà. Le mot que j'aurais utilisé plus précisément. Je me dis que l'orgueil, c'est le côté un peu négatif. Voilà. Et la fierté, on peut être fier de soi. C'est ça. Et le monsieur, lorsqu'il l'a dit au loin, la façon dont il l'a énoncé, ça m'a rappelé ça, cette idée de il faut croire, il faut y croire.
Il a dit le mot orgueil, on aurait dit le mot fierté, effectivement. Parce que ça fait résonner en moi, on parle beaucoup en développement personnel de la personne la plus importante, c'est toi. Ton meilleur ami, c'est toi-même, toi. C'est-à-dire que s'accompagner. il faut, comme on l'éloigne du... Enfin, je pense qu'il faudrait effectivement éloigner le mot orgueil parce qu'il est trop négatif. Mais ça, c'est une question culturelle. Je pense que ce qui va avec cette phrase, c'est ce qu'on a autour de nous, on l'impacte énormément par qui on est. Et c'est pas de l'égoïsme de s'occuper de soi. Donc quand on dit la personne la plus importante, c'est toi, c'est juste que si tu ne t'occupes pas bien de toi, tu ne sauras pas t'occuper des autres. Ah bah là, moi je rejoins Géraldine, c'est-à-dire s'occuper de sa terre. C'est-à-dire sa propre terre pour fertiliser les éléments nutritifs qui arrivent de l'extérieur et renvoyer quelque chose qui soit intéressant, quoi. D'où le sens... Excuse-moi, vas-y, j'arrive te dire un truc. Oui, moi je rejoins ce que tu dis parce que justement, à force de m'occuper trop des autres et pas de moi, j'ai eu un accident assez important là, il y a bientôt 2 ans, qui m'a fait stopper net. 5 mois couché, interdit de pied. Et là j'ai compris, je pense que c'est comme un burn-out en fait, et là j'ai compris que j'avais pas regardé en moi. J'avais cherché ailleurs mes ressources, alors que les ressources elles sont en moi déjà. Ça c'est quelque chose que j'ai compris. Et j'ai aussi compris que j'avais de la valeur. Mais toujours en restant dans la chose lumineuse, pas j'ai de la valeur, comme on disait lors de la prétention. C'est ça, une fierté. Mais j'ai de la valeur. Et en m'occupant effectivement de moi, cette valeur, je peux la transmettre et la faire résonner avec des autres et eux-mêmes découvrir leur valeur, etc. Parce que finalement, c'est auto-régénérant, finalement, de s'occuper de soi, en même temps que des autres. Et moi, par rapport aux arts martiaux, il y a quelque chose de fondamental, ça a toujours touché ma vie de bonhomme, hein, tu vois, t'as 7 ans, t'as 8 ans, tu te mets devant un miroir, waouh. Mais c'est intéressant, parce que ça veut dire quoi, au fond? T'as pas envie de taper les gens du tout. Tu as envie de ressembler à quelque chose que tu admires. Et qu'est-ce qu'on admire dans tout ça? C'est celui qui a fait un chemin vers sa propre conscience physique et psychique, et qui, au sein même de sa communauté, représente quelque chose, a trouvé sa place. Alors, c'est une belle, alors justement, comme le temps nous est compté, juste, on se parle de burn-out, c'est un peu aussi ta spécialité, quelque part, d'apprendre à se connaître, Sébastien. Mais tout ce qui est dit là, moi, ça me parle beaucoup. Effectivement, je travaille sur des formations sur la prévention du burn-out. J'ai créé une formation qui s'appelle les 3A par rapport à la gestion des conflits et des émotions aussi. Apaiser, anticiper, agir, apaiser. Voilà. Mais pour revenir à tout ce qui est dit, en fait, c'est Bruce Lee, encore une fois, c'est vraiment. Je vous invite à aller un petit peu étudier sa philosophie, puisque lui, il a toujours dit prenez ce qui est bon pour vous et éliminer le reste. D'accord? Donc c'est exactement ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'on ne va pas prendre une chose plus une chose. Moi, Sébastien, je suis enseignant. Si on fait la bardée, comme il disait tout à l'heure, de diplôme, on peut placarder un mur, mais on s'en fiche. L'intérêt, c'est que tout est relié à la même chose, au mode de vie, et tout ce qui a été dit là jusque-là, moi ça me parle. J'ai écrit un recueil qui s'appelle L'impermanence du cercle permanent. Voilà. Le cercle, encore. On parle de cercle. C'est ça. Hein. Voilà. C'est vrai que tu pensais à toi quand je parlais de cercle, parce que c'est très martial. Voilà, le cercle est très martial. Très gestuel. Et prends ce qui t'est utile et rejette le reste. Ouais. C'est-à-dire que dans les arts martiaux, quand Bruce Lee a créé le Jeet Kune Do, il avait dit, en fait, tu peux aller prendre, parce que dans cette époque-là, c'était le karaté faisait du karaté, le judo faisait du judo. Voilà, on ne se mélangeait pas. Là, c'est qu'il disait, lui, c'est d'aller chercher des choses qui fonctionnent pour toi. Il y a des grands, il y a des petits, des maigres, des costauds, etc. Donc prends ce qui est bon et rejette le reste. Et le mouvement du cercle aussi, pour écarter des choses. On les écarte, le mouvement de cercle. Ouais. Le mamie, parce qu'après on doit finir. Pour revenir, oui, je vois l'heure qui tourne. Alors je me permets. On va passer 2 minutes, c'est bien parce que Raphaël il a intervenu pas mal. Vous remarquerez que la seule femme, c'est celle qui parle le moins. Alors, après, je sais pas, on va regarder. Que des bavards autour de moi. On fera les comptes après. Que des gens heureux d'être là, finalement, c'est ça. 2 mots sur la lithothérapie. Qu'est-ce Alors, qui t'a amené la médecine indienne que j'ai étudiée à Terre Bleue, donc un centre de formation et de pratique en Ayurveda dans l'Aveyron extraordinaire, avec Marie et Kalidas, que je salue de tout mon cœur, toute mon âme, que tu connais très bien, exactement, qu'on peut remercier éternellement. Après, cette formation technique et humaine. Et tu es des formateurs en médecine ayurvédique. Alors, je me suis d'abord formé moi-même. Ensuite, j'ai pratiqué au sein du centre. Donc, quand tu reçois des gens pendant une semaine, tous les jours, il n'y a pas que la pratique technique qui importe, c'est aussi le comportement. Et l'activité entre les moments, donc l'activité de vie, repas, café, tout ça. Donc, tu apprends quand même une sorte une sorte de tempo.
on est tous à un certain tempo. J'ai appelé ma première, du coup, pratique, tempo santé. Entre la musique et tous les tempos de la santé. Nous sommes différents tempos. Et s'accorder, c'est voir si on est au même tempo finalement, donc ce battement, battement ancestral. Et la lithothérapie est venue naturellement puisqu'on y rajoute la beauté. Et moi je pense que la beauté c'est bon pour la santé. C'est quoi la lithothérapie C'est exactement? l'étude et l'utilisation des minéraux naturels, terrestres, dans l'accompagnement d'une vie saine et appropriée à son environnement relationnel, psychique, professionnel. Et donc toi, tu as un site internet qui s'appelle Minéral et moi. Minéral et moi, exactement. J'ai mis du temps à dire ça parce que le minéral, c'est ce qui nous entoure, et moi, c'est ce qui m'habite. Et entre les deux, qui suis-je? Entre ce qui m'entoure et ce qui m'habite, il y a quelque chose il y a un petit voyage, tu vois. Et ce tempo-là, il va conditionner la compréhension. Donc minéraletmoi.fr pour des conseils. On peut m'appeler pour des conseils. Je reçois pas mal de coups de téléphone. Je reçois pour des bilans de santé en médecine indienne, intéressant, tu vois, et des soins en technique manuelle. Mais c'est vrai que la lithothérapie, il y a la beauté et il y a l'événement du minéral. On pourra faire autre chose dessus à l'occasion. La fréquence vibratoire. Nous sommes humains, donc la colonne vertébrale a toutes les fréquences possibles et imaginables. Eh bien, les minéraux ont certaines fréquences. Si elles viennent s'activer avec les nôtres, elles peuvent soit apaiser, soit dynamiser. Et si la fréquence est à l'équilibre, ça passe à autre chose. Ce sont un peu comme pour moi, comme des diapasons qui viennent donner le là. Donc si on veut en savoir plus, c'est www.minéral-et-moi.fr. Et est-ce qu'il y a une page aussi il y a un Instagram. Il y a un Instagram. Alors au niveau artiste. D'accord, il y a aussi un Instagram pour Minéral et moi. C'est ça, tout à fait. Et toi, au niveau, tu vas parler. On peut aller sur Nabas, N-A-B-A-2-S, sur Internet, sur YouTube. Il y a quelques vidéos qui sont là. Et notamment sur un site qui s'appelle MyZiknif. C'est un site sympa américain où il y a quelques chansons dessus. Mais c'est vrai que ces 10 dernières années, j'ai vraiment œuvré. Je suis aussi président d'une association d'agroécologie amazonienne depuis maintenant 2008. Ouais. Ça commence à faire du temps, qui s'appelle Esper Arte. Donc là, on a acheté des terres en Amazonie pour les revendre à des personnes conscientes comme toi, qui préfèrent investir pour y mettre juste une cabane au lieu que ce soit cette espèce de grosse machine qui les utilise. Voilà. Merci la ville en tout cas. Avec joie, merci à vous, je suis ravi de vous rencontrer. En tout cas, voilà, www.minéraletmoi.fr, vous tapez soit le site, soit dans Google, en fait, vous trouverez plein d'éléments. Il y a le numéro de téléphone pour les conseils aussi, parce que c'est important de pouvoir parler à quelqu'un. 06 85 68 40 90. Et merci Nabil. Et nous terminons avec Raphaël. On a à peu près 5 minutes. Alors, t'interviews déjà un peu, c'est bien, mais moi j'avais noté que tu es photographe et réalisateur. Alors j'ai bien aimé, en fait, il y a une phrase qui est sur ton site qui définit un peu qui tu es. Pour moi, c'est ce que tu dis, c'est plus que des portraits et des rencontres, je sillonne les paysages d'Occitanie à la rencontre de personnages inspirants. Écouter les métiers du terroir et découvrir les acteurs du bien-être. Alors qu'est-ce que tu nous racontes sur tout ça, ton actualité ou ton regard? Alors j'avoue qu'il y a une nouvelle discipline dont j'aimerais parler, c'est la photothérapie. Parce que, en fait, au début, quand j'ai commencé la photo, c'était surtout la nature. Et petit à petit, avec les années, je crois que je suis revenu vers l'humain. Et quand je dis plus que des portraits, ce sont des rencontres. C'est-à-dire que là, je vais vraiment aller m'intéresser à la personne. C'est pas juste « Salut, qu'est-ce que tu fais? C'est chouette, je prends une photo, je m'en vais et je diffuse. » Non, c'est créer un lien avec la personne. Et le fait est que c'est chouette parce que j'ai pas eu besoin de l'apprendre. C'est une sensibilité que j'ai, une capacité d'écoute que j'ai, on me l'a souvent fait remarquer. Donc le lien se crée très rapidement avec les gens, mais de tout milieu. Et ce qui est chouette, c'est que dans le terroir, en général, ils n'aiment pas trop les caméras. Ouais. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'à chaque fois, les portes étaient ouvertes. Donc ça, c'était très chouette. C'est ton chemin, quoi. Ouais. Voilà, j'étais aligné. Donc petit à petit, voilà, j'ai fait quand même pas mal d'années dans le terroir, et je continue. Mais il y a eu effectivement ce burn-out qui a fait que j'ai eu besoin de mettre des ingrédients personnels dans ma sauce professionnelle. Et le yoga a été vraiment un stimulus. Donc je me suis aussi intéressé à la photo liée au bien-être. Donc j'ai commencé par le yoga, prendre des intervenants yoga et partir dans des paysages superbes en montagne. Et petit à petit, c'est un effet boule de neige, hein. C'était plus que le yoga, il y a eu des gens en communication animale, et je vais m'intéresser finalement à tout ce qui touche aux énergies. Je
suis un peu revenu vers la photo de danse parce que j'avais aussi commencé par la photo de scène il y a très longtemps. Mais tout ça prend beaucoup de sens. Et ça m'a aussi amené vers la photothérapie. C'est quoi exactement la photothérapie? C'est-à-dire que si tu fais une thérapie... C'est vrai que c'est un terme que tout le monde ne connaît pas forcément. Pour prendre un raccourci, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est un travail sur l'estime de soi. Voilà. C'est souvent des gens qui viennent, qui sont dans une démarche globale, soit développement personnel, soit carrément thérapie psychanalyse ou psycho hein, tout simplement. Et bien, ça va être simplement d'aller accepter ses blessures et accepter ses cicatrices, qu'elles soient finalement intérieures ou extérieures. Voilà. Et on peut avoir, moi j'ai un peu résumé ça à 5 niveaux sur lesquels je peux agir. Ça va de simplement la détente où on passe un bon moment, jusqu'à vraiment un impact sur un choix de vie. Voilà. Donc, et ça je le sais grâce au retour que j'ai eu. L'anecdote qui m'a vraiment dit, Raph, il faut vraiment que tu fasses quelque chose en photothérapie. C'était par hasard lors d'un mariage, j'ai pratiqué la photo de mariage pendant une dizaine d'années. Peut-être 1 an ou 2 ans après le mariage, j'ai la sœur de la mariée qui m'a écrit. Et là, c'était dithyrambique. Et c'était en gros, j'ai créé un déclic de vie. C'est-à-dire que je lui ai offert une photo, j'ai fait quelques montages, j'ai fait un triptyque, je lui ai offert. Et là, ça a été 1 an, 2 ans plus tard, une lettre où elle me disait qu'en gros, merci, grâce à vous, j'ai mis le doigt sur une sensualité que j'avais complètement perdue. Et j'ai changé ma garde-robe, j'ai quitté mon mari, j'ai une nouvelle vie. C'est le mari t'appelait pour moi, merci. Mais le fait est que j'ai juste... voilà, c'était la goutte d'eau qui a fait qu'elle était en plein cheminement inconscient et une photo a créé un déclic. Donc j'utilise cette expression sur mon site qui est déclic de vie. C'est un petit clin d'œil avec la photo, mais c'est ni plus ni moins qu'il y a certaines personnes, et moi-même je fonctionne comme ça, par des déclics. Le déclic, c'est ça y est, j'ai passé un cap, j'ai compris, je mets en application. Donc je prends une décision. Et c'est cet aspect décisionnel, je trouve, qui est excellent en photothérapie, où on va se dire, non mais en fait, je suis bien. Pourquoi je dis que la plupart des gens en fait sont durs avec eux-mêmes, surtout les femmes. Pourquoi je dis que je suis pas bien? Mais je suis bien. Mais mon nez, mon genou, ceci, cela. En fait, on s'en fout tout ça. Et vous trouverez quelqu'un qui a le même défaut physique. Vous prenez 2 personnes qui ont le même défaut physique. Il y en a une qui sera épanouie dans sa vie, et l'autre pas. Pourquoi? Tout ça, on touche à tellement de choses quand on fait de la photothérapie. Je me trouve finalement une fibre psycho qui est juste une question de sensibilité. Moi, j'ai aucun diplôme là-dedans, j'ai aucune formation. D'ailleurs, tout comme la photo, je suis autodidacte. Seulement, je me sers de mes sensibilités. Et là, il se trouve qu'avec les retours que j'ai, notamment des femmes, où je rends service. Voilà. Bravo. Merci Raphaël. Bravo, c'est c'est vrai que super. franchement, je fous les minutes, parce que très vite, il me reste 1 minute ou 2. Charlie, 2 minutes. C'est incroyable. Ça passe vite. Ouais, très intéressant. On peut faire une émission pour chacun d'entre vous. Et la dernière parenthèse, je veux juste dire que là, tu me parlais de mon actualité. J'axe aussi la moto qui fait énormément partie de ma vie, que j'avais mis de côté avant mon burn-out. Donc là, je mets en avant la moto et j'assemble le tout. Donc j'ai un projet sur les femmes motardes. Pourquoi? Parce qu'en général, il y a une histoire de développement personnel sur les femmes qui se mettent à la moto. Voilà, c'est un milieu très masculin. C'était pas anodin. Ouais, c'est très masculin. Et là, ça y est, il y a plein de femmes qui s'y mettent. Donc je vais, voilà, c'est comme un appel. Vous êtes motarde, vous avez une histoire, pourquoi vous vous êtes mis à la moto. Voilà, j'ai envie d'aller chercher des histoires en images là-dessus. On va faire passer. Alors du coup, ton site c'est Raphaël Kahn. RaphaëlKahn.com, tout attaché. Alors Kahn, c'est K-A-N-N, il n'y a pas de H. D'accord, ah oui. Raphaël Kahn, tout attaché, ok. Je pense, est-ce qu'il nous reste... C'est vrai qu'on n'a pas raconté l'histoire de Raciner des ailes. Et je pense que... Mais je pense que les gens trouveront. Hein. Ouais. C'était une histoire incroyable quand même. Ouais, c'était une très très belle aventure, ma première aventure télévisuelle. Et c'était dense, on l'a fait en plus en 2 saisons, en été, en hiver. Et ça montre simplement le lien que j'ai avec les gens. D'accord, ah ouais, ok. Et il y a on peut le voir en fait, je crois que moi j'avais vu un petit peu d'ailleurs, j'étais tombé par hasard. Ouais. Je me suis dit, mais c'est Raphaël. Oui, en fouillant sur internet, Raciner des ailes spécial Ariège, parce que tout ça, je fais partie de plusieurs personnages qui mettent en avant un territoire qu'ils aiment, l'Ariège. Eh bien, merci en tout cas à tous les 4. Merci beaucoup, tous les auditeurs, Laurent. Merci les copains. Et merci à ces rencontres. Ouais. Voilà, il y a 3, ça 4, porte ses fruits tout de suite. 3-4 dates, c'est encore le temps, là, combien de secondes? Ça. 10 secondes. Alors, moi je joue le 29 septembre mon One Am Show, mon spectacle à Allez-y. Sorbe. Allez-y. Raphaël, t'es venu le voir.
mais je joue plusieurs fois aussi, vous êtes tous sur mon site. Vous avez le 13 octobre la compagnie L'Audacieuse qui fait les lois de la gravité. Le 15 octobre, il y a une randonnée urbaine. Il faut voir le magasin Le Sens de la Marche à Toulouse. Et la 23e édition du Forum d'économie sociale et solidaire le 27 et 28 octobre. Voilà, en tout cas, j'étais ravi. Merci encore d'avoir participé à cette première émission audio et vidéo. Ravi. Merci et beaucoup. puis, on vous dit à bientôt et vive la vie. Merci Axe Sud, merci les gars. Merci Humanitaire.